Bienvenue sur Watch the Match. Aujourd'hui, on va parler de Magic X Final Fantasy. Même si, personnellement, je ne suis pas maxi fan des extensions Universe Beyond, il faut avouer que je l'attendais vraiment celle-là. Bon, ok, je suis peut-être pas très objectif parce que MTG, c'est mon jeu de cartes préféré. Et les Final Fantasy, c'est parmi mes jeux préférés de tous les temps. Donc comment je pouvais lutter, comment je pouvais résister à donner mon porte-monnaie. Au-delà de la hype autour de la collab, la question est de savoir si c'est une bonne extension de Magic ou pas, et si elle est fidèle à la licence FF. On va donc commencer par répondre à la première question. Pour cela, il va falloir nous plonger dans les archétypes, les forces et les faiblesses de chaque couleur. Ainsi, nous verrons comment se joue le limité, afin de dépasser vos limites tel un limit break. Comme à chaque fois, nous nous concentrerons sur les communes et les uncos, car vous avez plus de chances de les voir dans vos packs. Mais n'oubliez pas vos rares et mythiques pendant votre construction, il y en a des vraiment balèzes. Il y a aussi les cartes au travers des âges, qui contiennent d'anciennes rares et mythiques déjà existantes dans l'univers de Magic, mais reskinnées avec un design Final Fantasy, comme Purphoros, dieu de la forge, qui donne un plan vraiment différent dans le format. La première chose qui frappe dans l'édition, après la classe de Sephiroth bien sûr, c'est la polyvalence des cartes. Vous aurez beaucoup de choix à faire, autant pendant la construction que pendant les parties. La deuxième, après la beauté de Yuna, est la fidélité à Magic. Le bleu va piocher, le rouge blaster, le vert vous permettre de ramper. Même les combinaisons de deux couleurs, comme le vert noir vont jouer avec le cimetière, ou le blanc rouge vont jouer avec les équipements. Au moins vous ne serez pas dépaysé par les mécaniques et les natures des couleurs. La dernière, après le rire démentiel de Kefka, c'est le nombre de créatures. Entre les rituels qui mettent des jetons en jeu, des équipements avec choix de job qui permettent de mettre des créatures 1-1, des jetons 1-1 en jeu, et les sagas qui sont des enchantements et créatures, normalement, le board sera rarement vide. Et beaucoup de légendes aussi, ça veut dire beaucoup de créatures meilleures que la moyenne. On commence notre tour des archétypes avec le blanc-bleu. Cet archétype est basé sur les artefacts et particulièrement sur le fait d'aller les chercher. Si vous trouvez un équipement qui a la capacité choix de job ou un véhicule, ça reste une créature. Avec ce card advantage, vous pourrez faire tous les échanges que vous voulez. Ces deux couleurs sont celles qui ont le plus de créatures avec le vol. Le blanc vous donnera des points de vie et le bleu a plein de cartes qui engagent et mettent des marqueurs étourdissement. Ça vous donnera donc du temps pour que vos créatures puissent user l'adversaire. De plus, avec quelques équipements, vos volants vous feront gagner la course aux dégâts. Sid, génie de l'innovation, et Tidus, vedette de Blitzball, montrent bien le plan. Renforcer les créatures et engager celles de l'adversaire. Il faudra jouer aggro tempo et toujours maîtriser la vitesse de la partie. Savoir quand attaquer ou quand rester en défense et chercher des solutions. On passe ensuite au bleu-noir. Le pur contrôle bleu-noir en limité, c'est assez rare, mais ça arrive. Ici, le but sera de ne pas mourir et de faire durer la partie comme d'habitude. Filtrez votre pioche avec surveiller ou piochez plus que votre adversaire. Tuez toutes les créatures que vous pouvez et épuisez-le. C'est long mais ça marche. Par contre, il faut être capable de gérer un peu tout, surtout si l'adversaire a un spoiler. Certaines cartes profitent d'un cimetière bien rempli, comme Ultimecia, sorcière temporelle, ou quête annexe, collection de cartes. Il y a aussi des cartes avec le flashback et Siet errant qui en revient tout seul. Vous pouvez aisément splasher un spoiler car vous allez beaucoup piocher et faire durer la partie. Vous augmentez donc les chances d'avoir en même temps le spoiler et le terrain pour le jouer. En clair, prenez votre temps et ne vous laissez pas déborder. On continue avec noir-rouge. Pour ne pas changer, noir-rouge est un archétype assez agressif. Mais pour varier un peu, il n'est pas nécessaire d'attaquer pour mettre les derniers points. En effet, vous aurez accès à des créatures qui infligent des blessures à l'adversaire quand vous lancez un sort non-créature. Ça fera un double effet qui se coule, en plus des anti-bêtes. Il y a aussi le Sabotender qui inflige des blessures en touche terre. Et pour les anti-bêtes, vous serez servi avec ces deux couleurs, avec des cartes comme Magie de feu, Magie de foudre, Chute du météore, ou Traîtrise de Vayne, Overkill, Intervention de Sephiroth, et j'en passe. Vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a aussi un archétype sorcier jouable, en bleu, noir, rouge, mais il faut avoir les fixeurs qui vont avec. On continue avec rouge-vert, un grand classique de cette combinaison, le ramp. Vous connaissez tous le gros problème de Magic, les terrains. Quand on n'en a pas assez, on ne joue pas, et quand on en a trop, on ne joue pas non plus.
Eh bien, touche terre est la capacité qui va vous permettre de rentabiliser vos foules. Ce sera le but ici, avoir toujours plus de terrain pour déclencher la capacité et jouer des grosses menaces. Pour une fois, on déroge à la règle du limité qui dit que les anti-bets sont importants car votre adversaire va vous tuer avec ses créatures. Pas besoin, les vôtres seront toujours meilleures que les siennes et surtout beaucoup plus grosses. Jouez toutes les cartes qui cherchent des terrains, toutes les cartes qui ont la capacité touche-terre, et tant que vous y êtes, toutes vos rares et mythiques trop fortes, vu que vous cherchez des terrains, vous aurez toujours les bonnes couleurs pour fixer. Simple mais efficace. On continue avec vert blanc. En vrai, la mécanique vert blanc est basée sur les jetons et non sur les sagas. Il n'y a que 2 cartes qui jouent avec les marqueurs Sapiens. Mais plus que les jetons, c'est le nombre de créatures qui prime et dans cette édition, les sagas ne sont pas de simples enchantements, mais des invocations, donc des créatures enchantements. Le but sera donc d'avoir plus de créatures que l'adversaire. Vous aurez tout un tas de cartes qui mettent des jetons en jeu. Vous pouvez profiter des chocobos verts de l'archétype rouge-vert, touche-terre, mais aussi des équipements avec choix de job, comme on les a vus précédemment. Comme vos créatures seront plus faibles que la moyenne, avoir de quoi gérer les plus grosses de l'adversaire est indispensable. Mais il ne faudra jouer que les meilleurs sorts de gestion et ne cibler que les plus fortes cartes de l'adversaire. La patience est mère de vertu. On continue avec blanc-noir, car vert-blanc ne sera pas le seul à profiter des jetons. Cet archétype gagne en force en sacrifiant des créatures. Alors, autant sacrifier des jetons. Mais on peut aussi sacrifier des artefacts, et ça tombe bien, car il y en a plein dans l'édition. Les équipements avec choix de job, ouais, encore eux, sont parfaits ici. C'est à la fois une créature et un artefact. Mais parfois, vous n'avez que vos créatures à sacrifier, donc votre cimetière sera également une zone importante à surveiller, dans les 2 sens du terme, le sens propre et le sens magicien. Continuer le combat vous permettra de faire du card advantage en récupérant vos 2 meilleures créatures. Vous ne jouerez pas aggro, mais vous viserez la fin de partie. Comme il vous faut des anti-bêtes pour tenir, les créatures avec contact mortel seront vos meilleurs amis. On passe maintenant au bleu-rouge. Bleu-rouge est un petit peu l'archétype des sorciers. On a déjà parlé des sorciers dans l'archétype noir-rouge. C'est parce que les sorciers dans cette extension sont surtout rouges. Donc si on veut jouer sorcier aggro, on va le jouer avec du noir. Mais si on préfère le jouer plus contrôle, on va le jouer avec du bleu. Mais cette fois, jouer un sort non-créature ne suffit pas. Pour activer les capacités déclenchées de vos meilleures créatures, il faut jouer un sort non-créature qui coûte 4 ou plus en mana. L'avantage, c'est qu'on en trouve certains qui ont en plus le flashback, 2 en rouge, 1 en noir et 1 en bleu. On comprend alors que c'est plus un archétype tricolore. Encore un deck contrôle late game, le plus dur sera de conserver en jeu les cartes qui profitent des sorts non-créatures à 4 mana ou plus. On passe ensuite au noir-vert. Noir-vert cimetière est tellement classique que je ne sais même pas si c'est nécessaire de vraiment l'expliquer. On peut préciser néanmoins que ce sont les permanents du cimetière qui sont pris en compte. Il est donc préférable de jouer peu d'éphémères et de rituels. On comprend très vite que splasher rouge pour jouer rampe et touche terre sera une bonne idée. Ces 2 archétypes ayant une accointance pour les permanents, autant les combiner. L'avantage ici est de pouvoir s'automeler avec renfort de la Shinra, hôte d'accueil de la ville et Vanille, Elsie enthousiaste. Et un cimetière bien rempli sera toujours à notre avantage. Ce n'est un deck ni aggro ni contrôle, mais plutôt mid-range. Tenez contre aggro et enchaînez les menaces contre contrôle. Passons maintenant au blanc-rouge. On l'a beaucoup répété déjà dans cette vidéo, mais les équipements avec choix de job sont les cartes clés de ce format. Dans cet archétype, encore plus, car plus vous aurez d'équipements, plus vos cartes seront fortes. Nous avons ici le deck aggro du limité de Final Fantasy. Pas de temps à perdre, on attaque vite et bien. Les meilleurs drops 2 sont ici pour prendre rapidement l'avantage, et les équipements viennent rendre vos créatures encore plus fortes pour empêcher l'adversaire de les contenir. Par contre, ce ne sera pas facile à construire. En effet, il faudra jongler entre créatures, équipements et anti-bêtes. La bonne proportion de chaque est difficile à trouver. Si vous vous posez une question, privilégiez de baisser la curve au maximum. On finit avec vert-bleu. Bon, j'avoue, je vous ai un petit peu menti. Rouge-vert n'est pas le seul archétype rampe du format. Vert-bleu l'est aussi. Mais comme rouge-vert est basé sur touche-terre et rampe, chercher des terrains
permet de déclencher cette capacité plus souvent. Vous avez donc compris que si vous voulez jouer vert-bleu, il faut aller aussi regarder ce qu'il y a en rouge. On finit très souvent par jouer Témur, comme dans tous les archétypes vert-bleu, même des extensions précédentes. Petite idée en plus tout de même, les terrains bicolores du set ont le sous-type ville. Vous avez en moyenne 50% de chance d'en ouvrir à chaque booster. Cela vous permet de fixer, mais aussi de profiter des 5 cartes qui jouent dessus. Comme noir-vert, ce n'est ni contrôle, ni aggro, on est sur du mid-range tempo. Le but est de prendre l'adversaire de vitesse, avec des créatures gigantesques qui vont arriver beaucoup plus tôt qu'ils ne l'espéraient. Jouer des cartes qui rendent un peu de points de vie et des cartes qui ralentissent l'adversaire ne sera jamais perdu également. On a fini avec le tour des couleurs. N'oublions pas tout de même les artefacts qui peuvent s'avérer utiles. Il y en a pour tous les genres. Géant de fer est une très grosse menace. Lunatique Pandora et Ramène instantané serviront mieux les archétypes contrôle. Cœur de lion et vaisseau d'aventurier aideront aggro. Et il y a même l'anneau de Lucci qui peut accélérer votre mana de 2, tel un Sol Ring, mais un peu plus cher. Ne laissez pas ces cartes de côté, elles peuvent être décisives. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un énorme merci à Youm et à Troll de Jeu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article détaillé qui a servi à faire cette vidéo en lien dans la description. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire aux AP. Allez, à bientôt sur Watch the Match.